le podcast Roman avec S. Ok. Bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Roman avec S. Oui, un nouvel épisode qui portera sur le sujet de... La consommation consciente. Qu'est-ce que la consommation consciente et pourquoi on a pris ce sujet-là? Déjà parce que ça nous intéresse, on va aborder un peu des thèmes qui touchent à l'écologie, à tout ce qui est justement notre manière de consommer, qu'est-ce que ça engendre, pourquoi on consomme comme on consomme, etc. Et aussi parce que c'est un sujet très, très actuel avec le monde dans lequel on vit et du coup ça nous tenait à cœur d'apporter notre petite pierre à l'édifice peut-être. Oui. Et vous verrez qu'on va aborder certains sujets, mais évidemment la consommation consciente, la consommation de manière générale c'est très très vaste. Donc on a dû prendre des partis pris et choisir certains aspects de ce qu'est la consommation consciente. Exactement. Et voilà. Et tout à fait. Et en fait, ça, on va justement le comprendre avec les définitions et étymologies qui existent des deux mots qui sont consommation et conscient. Donc, pour le mot consommation, là, j'ai une définition qui nous vient du Larousse. Donc, si vous voulez aller vérifier, vous pouvez. Du latin qui vient du mot consumatio, qui signifie accomplissement. Les quelques définitions ici qu'on a sont par exemple action d'amener quelque chose à son terme, action de consommer un aliment, une boisson, action faite de consommer un produit, une matière, de les utiliser comme source d'énergie, ou encore, pour un sens un peu plus économique, c'est la somme de biens et de services qui sont fournis à titre onéreux ou gratuit aux consommateurs. Pour le mot conscient, on a également plusieurs définitions qui sont proposées par le Larousse. Alors du latin consciens, de conscrire, qui veut dire savoir. On a par exemple qui a une pleine et claire connaissance de ce qu'il fait ou éprouve, de l'existence ou de la réalité de quelque chose. Une autre qui est fait en toute conscience, en connaissance de cause, sciemment. Ou encore se dit d'un contenu psychique qui appartient à un moment donné à la conscience. Donc comme il y a beaucoup de définitions, nous on a justement choisi d'en prendre à chaque fois une et de les mettre ensemble pour arriver sur la consommation consciente que nous on entend particulièrement du fait de consommer un produit, une matière, de les utiliser comme source d'énergie et qui se fait en toute conscience, en connaissance de cause et sciemment. Voilà ce qu'on entend par consommation consciente. Oui, parce que peut-être vous n'avez jamais entendu ce terme, ou des fois on entend consommation responsable, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour définir ce que nous ce qu'on nomme consommation consciente, mais c'est aussi pour que vous puissiez replacer dans le contexte au cas où vous ne connaissiez pas cette définition. Et ce que je trouve hyper intéressant dans la définition, dans toutes les définitions de consommation, c'est qu'à chaque fois il y a le terme action de faire quelque chose, etc. Et je trouve super intéressant dans le sens où c'est vrai que consommer, on est des acteurs de ce qu'on fait, et du coup être acteur conscient, ça apporte déjà un peu une réponse à tout ce qu'on va discuter tout à l'heure. Je voulais juste soulever ce petit détail-là que je trouvais vraiment hyper intéressant. Mais complètement, ça donne une certaine notion d'une responsabilité qui nous est propre en tant que consommateur. Et on verra que c'est très important, justement. Ouais, alors, tout à fait. Pourquoi, pour donner plus de détails, on a décidé de parler de ça, c'est de comprendre un petit peu mieux justement la situation mondiale actuelle. Et on a trouvé des outils qui sont très intéressants et que vous pouvez vous-même consulter et utiliser. On va vous en donner 4 en particulier. Et toi, tu en avais un, justement. Oui, j'en avais un qui se trouve sur le site du WWF suisse. Alors, je sais pas si sur le site des WWF d'autres pays, on le retrouve aussi, mais en tout cas, c'est sur WWF suisse, donc j'imagine wwf.ch. Il y a un calculateur d'empreinte écologique. Donc vous pouvez aller faire, c'est sous forme un peu de quiz. Vous allez devoir répondre à différentes questions sur votre manière de consommer, que ce soit par rapport à votre maison, les aliments, ce que vous achetez, etc. Et à la fin, ça va vous donner votre empreinte écologique, en fait, en fonction de ce que vous avez répondu. Et c'est pas mal parce que je trouve que ça va plus loin aussi, c'est que sur le site du WWF, vous allez retrouver du coup plein d'astuces
pour améliorer votre consommation, voilà, trouver plein d'astuces pour ne pas juste rester sur « Ah mon Dieu, mon empreinte écologique est supérieure à la moyenne des Suisses ou de ce qu'il faudrait » et juste être dans le flip sans savoir quoi faire. Donc, ça donne des solutions. Oui, c'est ça. Ce qui est bien. Ouais, c'est ça. Très clairement. Et toi, t'en avais aussi d'autres à nous proposer? Oui, j'en ai 3 autres. Alors, très globalement, un petit tour général. Ce test que tu dis permet justement de comprendre plusieurs choses qui sont, par exemple, le fait que l'acte de consommer est très différent en fonction de où on vit dans ce monde. Qu'il faut se rendre compte que le fait de consommer, c'est aussi soumis à plusieurs paramètres qui sont, par exemple, la quantité de ressources qui sont disponibles et non disponibles, qui sont par exemple l'accessibilité à ces ressources. Parce que voilà, on sait que certaines choses, on connaît plus ou moins, on évalue leur quantité, mais on n'y a pas forcément accès. Il faut aussi prendre en compte par exemple la capacité de renouvellement des ressources. Et tout ça, 3 outils, ceux que je vais donner maintenant, se sont un petit peu penchés sur ces sujets-là à travers justement des bases de données. Et le premier outil qu'on peut trouver sur le Planétoscope, qui définit justement cet outil de la manière suivante. Le planétoscope, c'est la vie de la planète vue à travers l'immensité des statistiques mondiales et de leur évolution. Donc voilà, c'est pour l'autodéfinition. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Plein de chiffres évolutifs. Donc là, pour le coup, à partir du 1er janvier de chaque année, donc ça fait vraiment le tour sur une année. Et à partir du moment où vous êtes connecté sur le site, seconde après seconde, ça va faire évoluer les chiffres en temps réel. Et on peut trouver des chiffres comme par exemple la consommation mondiale de graphite, la disparition d'espèces dans le monde, la production mondiale d'acier, ou encore les déchets qui sont jetés dans les mers et les océans. Voilà, donc ça donne un petit aspect, un côté plus concret, on va dire, à la consommation quotidienne. Il y a encore bien d'autres données qui défilent sur ce site. Un deuxième outil, c'est le fameux Overshoot Day, ou encore en français le jour du dépassement. On le connaît bien, puisque chaque année il nous fait un petit peu frémir, ce fameux jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est en gros le jour où on a exploité les ressources disponibles que nous donne en tout cas cette planète Terre, différent pour chaque pays. Et petite anecdote, ce qu'on constate, c'est que pour la Suisse, en 2021, c'est une prévision pour le moment, on vivra notre jour de dépassement le 11 mai 2021. Voilà. Et normalement, c'est censé arriver jusqu'au 31 décembre. On est censé, normalement, dans un monde idéal, au 31 décembre, on est dans notre tir, sauf que d'année en année, on se rend compte que le jour du dépassement par pays a tendance à reculer, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. À l'heure où sortira cette vidéo, on estime que 5 pays déjà auront dépassé leur jour de dépassement. Et ça ira de plus en plus vite, et finalement, que peu de pays arriveront réellement en fin d'année, en décembre. On a par exemple ici l'Indonésie qui arrivera à son jour de dépassement à la mi-décembre. Donc là, vous trouverez également, on va mettre les sources, évidemment, pour que vous puissiez aller vous-même voir, en l'occurrence. Seront linkées. Exact. Un troisième outil qui est le Data Footprint Network, qui est en fait un site qui regorge de beaucoup de données, comme par exemple des données sur le déficit et les réserves en termes de biocapacité mondiale pour le coup. Alors ce qu'on peut voir notamment, c'est que la Suisse est à 340% de déficit de biocapacité. Et qu'est-ce qu'on entend quand on parle de biocapacité? C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le site donne cette définition. Un déficit écologique se produit lorsque l'empreinte écologique d'une population dépasse la biocapacité de la zone disponible pour cette population. Un déficit écologique national signifie que la nation importe de la biocapacité par le biais du commerce, liquide les actifs écologiques nationaux ou émet des déchets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Une réserve écologique existe lorsque la biocapacité d'une région dépasse l'empreinte écologique de sa population. Donc ça donne également ces 3, enfin même les 4 en fait, outils qu'on vous a donnés permettent d'aborder la réalité de ce monde avec des chiffres, c'est quantifié. Donc on peut peut-être un peu plus se rendre compte de ce que ça représente réellement le fait de consommer. Oui, exactement. En partie, ça explique en partie cela. On parle de consommation, il faut se dire qu'on peut consommer des produits ou des services. Et nous, on va beaucoup s'intéresser aux produits, notamment des produits qu'on appelle de consommation, matériel et ménager. Ce sera par exemple l'alimentaire, les vêtements, ça peut être une brosse à dents par exemple, c'est tout simple. Alors pourquoi parler de ça? Il ne faut pas oublier qu'un produit, c'est
beaucoup de choses, ça représente beaucoup de choses. On doit mettre en avant des notions, par exemple, de matériaux. Tous les matériaux ne sont clairement pas égaux en termes d'extraction, de production et de purification, au niveau du traitement et aussi, quand c'est possible, de recyclage. On met en avant les ressources humaines, parce que s'il y a un produit, il y a un travail derrière. Quelqu'un a fait ce produit. On parle de déchets, on parle d'un sol. Un sol qui, par exemple, est utilisé pour l'agriculture ne peut pas être utilisé pour une construction, et vice-versa. Un sol qui est utilisé pour un magasin ne peut pas être utilisé pour de l'agriculture. On parle également de matière grise, d'énergie, etc., etc. Donc le produit n'est pas anodin, et il faut se rendre compte que ça comprend beaucoup de choses. Notamment par rapport à ça, donc comme tous les produits ne sont pas égaux, nous non plus en tant que consommateurs, on n'est pas tous égaux. Et on va justement un peu identifier sa manière de consommer. C'est ça. On n'a pas toujours conscience de pourquoi et comment on consomme, et c'est aussi ça que sous-entend la consommation consciente, c'est justement se poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie de consommer, pourquoi et comment je vais le consommer. Du coup, ici, je vais donner quelques astuces en fait pour identifier sa manière de consommer, et ensuite quelques principes à essayer de mettre en avant de passer à l'étape de consommation, enfin d'achat d'un produit ou d'un service d'ailleurs, mais on va plutôt parler de produit. Donc comment identifier sa manière de consommer? Il faut identifier en fait quels besoins on vient ici travailler. Donc par exemple, ça peut être un besoin de sécurité. J'ai besoin de tel objet pour me sentir mieux. J'ai besoin de tel aliment, par exemple, typiquement tout ce qui est un peu sucré, ça vient réconforter. Donc ça peut être ce besoin-là. Donc, et pourquoi est-ce que j'ai ce besoin-là, et est-ce que vraiment, si je passe à l'étape de la consommation, est-ce que ça va vraiment venir satisfaire ce besoin? Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Du coup, il y a aussi le besoin de... Enfin, l'idée de hédonisme, se faire plaisir, ça peut venir satisfaire ça. Le pouvoir, ça peut venir travailler sur le pouvoir, la séduction, l'idée d'asseoir son statut social. Si j'ai telle nouvelle voiture, tel téléphone, je vais être plus respectée. Peut-être les gens vont me voir différemment. Donc aussi, comment est-ce qu'on se positionne dans le monde? Il y a aussi, ça touche aussi un peu à ça, la question de confiance en soi. Si j'ai tel nouvel habit, je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais paraître plus sûre de moi et les gens vont me regarder différemment. Il y a aussi ça peut être aussi une volonté d'originalité, de montrer son indépendance, de montrer qu'on est différent. Je vais acheter tel ou tel objet pour montrer que moi, ça me plaît et ça plaira pas à la plupart des gens. Donc ça peut être aussi cette idée-là. Ou alors ça peut être aussi une idée de défi. Acheter quelque chose, par exemple ça peut être dans le domaine multimédia, électronique, je vais acheter tel nouvel ordinateur un peu compliqué à prendre en main, mais pour pouvoir montrer que moi j'y arrive. Relever ça. Enfin, ça peut toucher vraiment à plein d'aspects, et ça a tout un côté un peu psychologique qui est intéressant. Alors sans aller trop dans les détails, par exemple d'aller creuser quel est mon traumatisme dans mon enfance. Mais il faut pas faire de psychanalyse. Pourquoi est-ce que je veux acheter une barre de chocolat aujourd'hui? Mais simplement, des fois c'est intéressant. Enfin, bien sûr, il y a différentes étapes de consommation. Je veux dire, acheter une branche de chocolat n'aura pas le même impact qu'acheter une nouvelle voiture. On est bien d'accord. Mais c'est quand même chaque petite consommation. Par exemple, pour moi, c'était beaucoup les habits. J'adore les vêtements, j'adore la mode, et dès que j'entrais dans un magasin, je me disais ça je le verrai bien sur moi parce que ça me fera me sentir plus belle, et en fait c'est plein de trucs, tu dis non mais c'est juste parce que ça me fait plaisir d'acheter un nouvel habit et j'ai le droit, tu vois, et tu te sens t'as envie de te sentir fort et indépendant justement dans ton choix d'achat. Et sans forcément te poser des questions justement, mais qu'est-ce que ça va impacter? Et du coup ici j'ai 5 principes qui peuvent vous aider avant de passer vraiment à l'étape de l'achat, pour essayer de mettre un peu plus de conscience justement dans sa manière de consommer. Donc le premier principe, c'est le principe d'utilité. Ai-je vraiment besoin de ce produit? Est-ce que vraiment là tout de suite il n'y a pas d'autre moyen que de l'acheter neuf
pour que je puisse l'utiliser. Deuxième principe, le principe de prévention. Donc justement, préférer des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Donc justement, est-ce que je peux pas le louer? Est-ce que je peux pas l'emprunter à quelqu'un? Est-ce qu'il existe un produit plus écologique, par exemple, préférer le bio si on peut. Troisième principe, le principe d'efficience. Qu'est-ce qu'il y a, quels sont les moyens mis en œuvre pour créer le produit et pour l'acheminer? Et si possible, préférer de nouveau les moyens qui privilégient tout ce qui est respectueux de l'environnement. Parce que c'est vrai que des fois, on ne pense pas forcément à tout ce qui est comment le produit est fait et comment il vient jusqu'ici. Donc de nouveau, préférer ce qui est plutôt local. On va y revenir plus tard aussi dans les différents sujets de consommation plus précis, mais justement, essayer de nouveau de repenser toujours si on peut faire l'effort de l'environnement, qui est plus respectueux de l'environnement, essayer de le faire. Le quatrième principe, c'est le principe de qualité, donc choisir des objets qui vont durer dans le temps. Et on sait aujourd'hui que voilà, il y a beaucoup d'objets qui ont, notamment tout ce qui est électronique, les téléphones, qui ont cette... l'obsolescence programmée. Merci, l'obsolescence programmée. Donc on sait qu'on n'a pas forcément toujours le pouvoir là-dessus, qu'il y a des choses qui sont programmées à la base sans que nous, on puisse y faire quoi que ce soit. Mais des fois, on a quand même le choix de plusieurs objets et parfois acheter quelque chose de plus cher à la base, mais de meilleure qualité, aura finalement déjà va revenir moins cher dans le temps et en plus est meilleur, encore une fois, pour l'environnement. Donc si c'est possible, évidemment que parfois, on va y revenir aussi plus tard, mais des fois c'est pas possible d'acheter ce qui est le meilleur, mais en tout cas faire au mieux par rapport à vous-même le jour même. Et être honnête aussi avec soi-même, parce que des fois on se dit oui mais je peux pas vraiment faire mieux, alors que des fois c'est quand même possible. Mais voilà, essayez d'être le plus conscient de soi-même aussi. Ça parle aussi de ça. Et le dernier principe, c'est le principe de solidarité. Donc essayez de favoriser les voies commerciales qui tissent des liens entre acheteurs, distributeurs et producteurs afin de répartir équitablement la prospérité entre tous. Donc par exemple, ça peut être aller acheter directement chez l'agriculteur ses fruits et légumes. Par exemple, ça peut être ça. Essayez de prendre en compte pas que l'aspect financier ou l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect social. Et penser à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve un petit peu, quoi. Donc voilà quelques principes qui peuvent vous aider justement à identifier votre manière de consommer et aussi mettre plus de conscience dans sa façon de consommer et voilà. Oui, ça c'est toujours un très bon outil. Identifier dans un premier temps sa manière de consommer à travers les biais qu'a cité Romane. Toujours se rendre compte qu'il ne sert à rien de chercher la perfection et de se mettre une pression inutile parce qu'on risque de devenir contre-productif à force de vouloir justement rechercher le produit parfait. C'est pas toujours le plus idéal. Donc déjà aussi avoir ça en tête. Exactement. Que ça ne sert à rien de se culpabiliser, pardon. Oui. Non, excuse. Non, mais c'est juste qu'effectivement, en plus, on a un peu tendance aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de monde qui maintenant prennent conscience du fait qu'on n'a plus le choix, que la question de l'environnement n'est plus à remettre en question, quoi. C'est vrai qu'on peut avoir des discours un peu culpabilisants, quoi, qui sont là, vous faites pas assez, vous faites pas assez, vous faites pas assez. Et non, en fait, il faut déjà faire au mieux par rapport à soi, et c'est étape par étape. Alors il y a des gens pour qui ça peut fonctionner de tout changer du jour au lendemain, parce qu'ils en ont les moyens et le temps aussi, ça demande aussi du temps, hein. Les moyens financiers, mais aussi des moyens de mettre en place dans sa vie de tous les jours, etc. Oui. Mais il y a des gens pour qui c'est pas possible, et faire petit à petit, c'est déjà très bien. Et de nouveau, c'est se positionner en tant que qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire en plus, petit à petit. C'est ça. Je pense le plus important en fait. Vraiment. Puisque finalement l'objectif principal c'est de justement ne plus simplement acheter un peu de manière zombie, on va dire, mais de justement se rendre compte que l'acte qu'on est en train de faire n'est pas dénué de sens. Il y a quelque chose derrière, ça implique une grande machine. C'est ça. Donc voilà, petit point juste quand même pour préciser ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, beaucoup de conseils et d'astuces, il faut toujours prendre en compte son aussi facteur personnel. Et il existe justement quand même pas mal aujourd'hui de... comment dire ça ?
de modèles de consommation différents. Il y en a vraiment beaucoup. Ça peut passer par le slow living, le minimalisme. On en a vraiment beaucoup. Et un qu'on a souhaité retenir aujourd'hui, c'est le fameux zéro déchet. Ou zero waste en anglais. C'est ça, exactement. Ça, hein? Ouais. Ok. Le zéro déchet, concrètement, qu'est-ce que ça représente ? J'ai une définition qui est assez intéressante ici. On nous dit que le zéro déchet, donc de l'anglais zero waste, désigne un mouvement qui vise à réduire la quantité de déchets produits, c'est vraiment le premier objectif, en agissant individuellement, donc à sa propre échelle, et également collectivement, donc à une échelle plus grande, grâce par exemple à l'achat de produits réutilisables. On a, ces dernières années, vu l'essor des gourdes réutilisables en inox, on a vu des brosses à dents en bambou par exemple, avec le manche qui peut se dévisser, qu'on peut réutiliser, des cosmétiques par exemple aussi, on peut faire des refills, voilà. En gros, on peut remplir quoi. On peut remplir le produit. C'est par exemple le vrac, c'est les lingettes lavables, par exemple des maquillantes. Bref, il y a beaucoup d'exemples. Mais on parle justement comme, voilà, de nourriture, donc avec des bocaux, avec les bouteilles consignées, il y a pas mal d'exemples. Donc de mettre ça en place, donc produits réutilisables, plutôt que des produits qui sont jetables, à usage unique ou obsolescents, mais aussi à travers du coup une stratégie qui est plus générale de réduction de la quantité des déchets produits par la civilisation industrielle. Tout à fait. Il y a une stratégie globale qui s'appuie d'une part sur la modification des processus de production en encourageant la reconception des cycles de vie des produits. Là, on s'attarde plutôt justement sur les industriels pour le coup, dans le but de favoriser la réutilisation de tous leurs composants, et d'autre part sur la modification en profondeur des procédés de valorisation des déchets, avec pour objectif l'élimination du stockage en décharge par exemple, ou de la combustion partielle en incinérateur, et donc du coup de la production de déchets ultimes et de substances toxiques dangereuses pour la santé et l'environnement. Sans oublier un point qui est la sobriété. Oui, parce qu'en fait c'est une chose d'acheter par exemple un paquet de riz, d'arriver chez soi et puis de le mettre dans un petit bocal, du coup on n'a plus tant de déchets, ou en tout cas on a fait attention si par exemple je sais pas le paquet de riz est en carton, du coup on va le mettre pour le recyclage, mais il y a quand même un déchet. Oui, bien sûr. La notion du zéro déchet ultime, il faut se dire que le zéro déchet vraiment 100% n'est pas possible. Ça n'existe pas. Sauf si vous allez dans la nature, vous cueillez une fraise des bois, vous la mangez, alors là... Enfin, il y aura un déchet final de par la digestion, mais ça s'arrête un petit peu là, quoi. Il n'y aura pas d'autre chose, quoi. Par rapport à une stratégie, par exemple, qui est donnée dans le zéro déchet, c'est la fameuse stratégie des 5 R. Alors, R en anglais, du mot, par exemple, refuser, par exemple, tous les produits à usage unique, et privilégier justement les achats sans déchets, comme le vrac. Le deuxième, c'est réduire la consommation de biens. Le troisième, c'est réutiliser ou réparer tout ce qui peut l'être. Le quatrième, c'est recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé. Et le dernier, c'est composter. Alors, justement, d'où le terme en anglais qui est en fait grout, tous les déchets organiques. Voilà. Et l'objectif de tout ça, finalement, c'est de minimiser la quantité de déchets produits. Oui, c'est ça, en fait... Des fois ça peut faire un peu peur quand on entend zéro déchet, on se dit mais c'est impossible, mais en fait on peut déjà vraiment drastiquement les réduire et ce qu'il en reste aussi les recycler, etc. Mais faut pas non plus se dire de nouveau encore une fois genre c'est impossible donc je fais rien, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'on avance quoi. Oui c'est ça, et puis l'exemple qu'on peut trouver de personnes qui arrivent à faire tenir dans un tout petit bocal une année de déchets, pour beaucoup de personnes, c'est pas un reflet d'une réalité envisageable, parce que voilà, on a tous des vies qui sont complètement différentes. À nouveau, justement, le point de prendre en compte sa propre situation personnelle, c'est hyper important. Le plus important finalement, c'est que vous puissiez vous utiliser ces outils à votre échelle et faire un premier pas, étape par étape. Dans le zéro déchet, on nous parle également de la notion de sobriété en écologie, qui vise en fait à diminuer la consommation d'énergie et de ressources naturelles, et du coup des matériaux. Par exemple, ce que met en avant la sobriété, c'est qu'elle est le juste milieu en matière de limitation qu'on s'impose, abstinence, ascèse, décélération, et le rejet de ce qui nous entoure, nous encombre et est inutile. Il s'agit avant tout de changement
de changer son comportement et de transformer en fait la société pour le bien de l'environnement. Au contraire, typiquement des stratégies environnementales d'ordre technique par exemple, telles que l'augmentation de l'efficience de l'énergie des ressources ou encore l'utilisation accrue des ressources régénératives. La sobriété parle également se décompose surtout du coup dans plusieurs applications. On parle par exemple de sobriété numérique, on parle de sobriété énergétique ou encore matérielle. Et pour la petite anecdote, en 2017, la France a produit et mis en consultation un plan de programmation des ressources qui du coup sera l'une des bases en fait de la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire. On va également mettre le site en lien, en source. Oui, ok, super. Il y a des astuces pour mieux consommer de manière plus générale. Avant les astuces, ça me fait... Non, en fait, ça m'a fait penser... Alors, j'ai pas lu les livres et j'ai pas regardé la série, mais à Marie Kondo, la femme du rangement, etc. Mais ça m'a fait penser à ça dans le sens où tu parlais de sobriété aussi par rapport à désencombrer ce qu'on a. Et c'est vrai que on a... Enfin, il y a des gens qui, moi j'en fais complètement partie, qui aiment les objets et qui font, ça nous fait nous sentir bien, mais des fois aussi, ça, tu sais, les objets, il y a aussi le côté un peu sentimental, je dirais, et des fois faire le tri aussi et se libérer de certains objets, etc. Ça fait aussi le tri dans sa tête. Enfin voilà, c'était juste un petit aparté, mais ça m'a fait penser à ça. La sobriété. Yes. Du coup, oui, quelques astuces. Alors, on en a déjà cité quelques-unes, hein, mais je vais vous en donner quelques autres. Donc, première astuce, réparer. Ça peut paraître tout con, hein, mais c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui dans une société où on a tendance à nous dire jette, rachète. Parce que même, souvent, ça coûte aujourd'hui moins cher d'acheter du neuf plutôt que de faire réparer. Oui, paradoxal. Et d'ailleurs, voilà, tout ce qui est téléphone, si tu casses ton téléphone et que tu veux le faire réparer parce que tu as cette démarche-là, tu vas chez ton fabricant et il te dit non, on le fait pas. Et c'est même pas genre la possibilité de oui, ça va vous coûter plus cher, c'est enfin oui, vous pouvez le faire, mais ça va vous coûter plus cher potentiellement, c'est genre non, c'est impossible, on le fait pas. C'est pas possible. Ouais, tout simplement, il n'y a pas de technique pour. Non, c'est ça, donc ça c'est assez dingue et c'est, je pense, assez récent quand même parce que de tout temps, les gens ont réparer tout ce qu'ils pouvaient réparer et de plus en plus il y a voilà, des repair cafés aujourd'hui où tu peux aller, où il y a des gens qui sont là pour t'aider à réparer tes objets, donc tu peux venir avec j'en sais rien, t'as ton four à micro-ondes, bon, c'est peut-être pas le bon exemple mais on reste sur le four à micro-ondes, il fonctionne plus, j'en sais rien, il y a une pièce qui s'est détachée, ben, tu peux essayer d'aller le réparer justement, des gens qui sont là pour t'aider. Ou voilà, tu peux chercher autour de toi s'il y a des gens qui peuvent t'aider à réparer, de plus en plus de revendeurs, etc. qui proposent quand même d'essayer de réparer un peu tous tes objets. Deuxième astuce, très simple, très bête, trier et recycler. Ça, je pense que c'est vraiment un des tout premiers points à mettre en place dans sa vie qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui est pour moi complètement essentiel. Trier ses déchets. C'est aujourd'hui en Suisse, on a plein d'endroits où tu peux aller mettre tes déchets, quoi. Il y a des plans qui sont faits exprès pour. Donc, genre pour moi, c'est le premier point à mettre en place qui est pour moi essentiel. Aujourd'hui, c'est plus normal de jeter ta bouteille en PET. Enfin, d'ailleurs, on va y revenir après sur le PET, mais ou ton papier à la poubelle. Non, tu tries, ça demande pas beaucoup d'efforts supplémentaires. Donner et louer du matériel au lieu d'acheter du neuf, enfin tu peux vendre aussi tes habits par exemple. Aujourd'hui il y a plein d'applis, même sur Facebook, tu peux revendre tes habits au lieu de les jeter, les échanger avec des amis aussi, et louer aussi voilà, du matériel si c'est possible au lieu d'acheter du neuf. On en a déjà un peu parlé avant. Ou échanger, ça peut être échanger des objets ou échanger des services aussi. Remettre un peu du lien aussi là-dedans. C'est pas toujours facile, mais il y a aujourd'hui même des sites qui proposent voilà, de louer des services ou des objets de particulier à particulier, donc ça existe. Surtout quand il s'agit d'objets spéciaux, par exemple une visseuse. T'en as peut-être besoin si tu fais pas beaucoup de bricolage dans ta vie, imaginons, parce que voilà, t'as juste besoin une fois comme ça de cet outil-là. Ça sert à rien d'en acheter une. Exactement. Probablement qu'il y a quelqu'un autour de toi qui pourra
t'en prêter, c'est ça. ou te dire où tu peux en trouver en location, etc. Exactement. Donc voilà, essayer si possible, mais comme on l'a dit tout à l'heure, avant de consommer du neuf, savoir si oui ou non il existe des alternatives autres. Consommer local aussi, je l'ai déjà un peu abordé tout à l'heure, mais c'est important de faire marcher le commerce local et ça évite beaucoup de transport, du coup beaucoup de pollution. Aussi une astuce pour avant de consommer, et qui est de plus en plus difficile parce qu'on est harcelé par ça à longueur de journée, mais c'est éviter les sources de tentation en fait, de consommation. Donc éviter les endroits où il y a de la pub. Je sais qu'aujourd'hui c'est presque plus possible, mais si vous pouvez mettre des adblocks sur votre ordinateur par exemple, ça va vous enlever des tentations, même parce que c'est de plus en plus ciblé vraiment très précisément, donc c'est vrai que on est tenté à longueur de journée. Éviter d'aller dans les magasins. Bon, aujourd'hui avec la situation actuelle, ça nous aide, mais de manière générale... Bon, tu peux acheter en ligne encore. Hein. Oui, non mais oui, alors voilà, c'est la même chose pour les boutiques en ligne, quoi. C'est sûr que même si t'as besoin de rien, tu flânes en ligne sur une boutique, et c'est vrai que même si t'as besoin de rien, tout d'un coup, ça va te donner envie. Donc ça va te créer des besoins qui n'étaient pas là à la base. Donc éviter toutes les sources de tentation. Aussi, attendre avant de consommer. Attendre de voir quelques jours, une semaine par exemple, et si au bout d'une semaine vous avez toujours autant envie du produit, même si vous n'en avez pas besoin complètement, mais si vous en avez vraiment toujours envie, là peut-être vous pouvez le prendre, mais laissez un peu de temps parce que souvent les envies, c'est un peu des sources qui viennent un petit claquement de doigts. Ah, j'ai vu un truc trop beau, je sais pas, un nouveau pantalon, j'en ai envie tout de suite. Et si tu laisses une semaine, tout d'un coup tu vas dire bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être pas, et peut-être que oui. Mais laissez un peu de temps et voir. On parle pas d'alimentaire, hein. Là si vous avez pas, allez chercher à manger. C'est peut-être une catégorie qui se démarque, hein, pour le coup. Tout à fait, ouais, c'est pas faux. Mais sinon pour le reste, oui, c'est pratique. Oui. C'est une bonne astuce, c'est un bon conseil. Essayez de prêter attention aussi aux labels. Prendre des labels qui sont pro-environnementaux. C'est pas très clair. Pro-environnement, ouais, vous avez compris. Mais on va vous mettre, parce que en fait c'est difficile avec les labels, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu submergé par 1 milliard de labels bio, vegan, typiquement des trucs comme ça, où on sait plus en fait à quoi se référer, et qui n'ont vraiment pas tous la même valeur. qui sont même parfois un peu abusifs. Oui, parce que carrément. voir vegan sur de l'huile d'olive... Voilà, non mais vraiment complètement, voire carrément un peu du greenwashing, enfin tout ça. Donc on va vous mettre des liens de sites qui recensent un peu des labels qui ont été vraiment certifiés et auxquels on peut se fier pour tout ce qui est bio par exemple. Oui, ceux qui sont sérieux et puis d'autres qui sont moins sérieux, parce que oui, ça existe. Des labels Beaucoup, pas sérieux du tout. Énormément. Et ils jouent beaucoup sur les ressemblances entre les différents labels. Et c'est vrai que si on prête pas trop attention, on pense faire un geste pour l'environnement par exemple, et pas toujours. Oui, on peut vite tomber dans le piège. Oui, c'est ça. Des Donc labels. on va vous mettre des liens qui vont pouvoir un peu vous aider. Aussi pour tout ce qui est zero waste, essayez de choisir des articles le moins emballés possible. Bon, aujourd'hui le plastique est partout, mais c'est vrai que des bananes sous plastique, ça n'a aucun sens. Donc privilégier des fois tout ce qui est avec le moins d'emballage possible, et aussi bannir au maximum tous les objets qui sont jetables. Donc les bouteilles en PET par exemple, on peut vraiment éviter aujourd'hui en prenant des gourdes, éviter le papier de ménage, on prend un torchon quoi, enfin ça fonctionne très bien. En fait, tout ce que vous achèterez pas, vous l'utiliserez pas. Donc, évitez d'acheter ce genre de choses et vous verrez qu'il y a vous allez trouver d'autres alternatives beaucoup plus simples. Éteindre ces appareils multimédia quand ils sont pas utilisés parce que ça consomme quand même de l'énergie. Pareil pour tout ce qui est lave-linge, lave-vaisselle, remplir au maximum pour utiliser le moins d'eau possible. Et se renseigner et évaluer les alternatives, mais on en a déjà parlé, avant de consommer. Donc voilà, quelques petites astuces. Super, ouais, c'est vraiment super chouette. Et toutes ces astuces, elles ont plein de champs d'application. On va en voir quelques-uns, on va passer par le cosmétique, par le vestimentaire, l'alimentaire, etc. Je vais commencer avec le fast fashion en particulier. Qu'est-ce que le fast fashion, si on n'en a pas encore entendu parler? C'est une expression anglo-saxonne, du coup, qui est utilisée pour désigner le renouvellement
le plus rapide possible des collections d'articles à la mode, de mode vestimentaire. Voilà, mais du coup d'articles qui seraient à la mode, justement. Petit contexte. D'après les chiffres de l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. C'est clairement plus que ce qu'il faut pour habiller tout le monde. Plusieurs fois, d'ailleurs même. Pour produire autant et à moindre coût, parce que c'est justement une caractéristique, on va le voir un petit peu plus, on va le voir un peu plus tard, les marques de fast fashion exploitent les travailleurs des pays les plus défavorisés et produisent leurs collections à l'aide de processus qui sont extrêmement polluants pour la planète. Ça, c'est également une caractéristique. Avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis chaque année, soit plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis, l'industrie textile est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante au monde. Ça fait un peu froid dans le dos. Ouais, c'est terrible. Juste après l'industrie du pétrole, c'est vrai qu'on n'imagine pas que s'habiller peut alimenter en fait un système autant polluant. Oui, c'est tellement un geste quotidien. Oui, et on a besoin de se vêtir. On peut pas... oui, c'est ça. Complètement. Donc c'est vrai que ça fait quand même partie des achats, j'ai envie de dire, relativement courants de tout ménage. De se rendre compte que ça peut avoir un impact aussi négatif permet justement de mettre en application les conseils que tu as donnés avant. Un autre chiffre qui permet justement de se rendre un peu compte de la dangerosité en fait de ce monde du fast fashion, c'est que c'est également le 3e secteur consommateur d'eau après la culture de blé et de riz. 4% au total de l'eau potable qui est disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Voilà. Donc 4%, c'est quand même pas rien. On peut se demander si on n'aurait pas meilleur temps de mettre cette eau ailleurs. L'objectif du fast fashion, c'est de produire et de distribuer des collections qui sont sans cesse renouvelées. Donc on est passé de 2 par année à 6 voire 8 aujourd'hui. Et ça, c'est pour beaucoup de marques qu'on peut... retrouver un peu voilà, dans les magasins. En Suisse, il y en a beaucoup de marques de fast fashion. On ne va pas les citer, mais grâce aux caractéristiques que je vais vous citer maintenant, vous allez peut-être penser à certaines. Première caractéristique, c'est un prix qui est bas. Oui, parce que comparativement forcément à un produit similaire, d'une, imaginons, meilleure qualité, le fast fashion réduit les coûts au maximum. Ce qui fait que ça devient très attrayant pour le consommateur. Exactement. Donc le prix bas, ou en tout cas des prix qui sont extrêmement cassés, on peut même observer justement des tendances à ce qu'il y ait des soldes régulièrement, à ce qu'il y ait des rabais régulièrement, etc. Oui, alors qu'avant il y avait 1 ou 2 fois les soldes par année, maintenant c'est presque toute l'année. En fait. Oui, c'est en fonction des saisons, en fonction des événements, bref, c'est pas top. Deuxième caractéristique, c'est la fabrication et production qui est extrêmement rapide. Aujourd'hui, il y a moins d'1 mois entre le moment où le concept du vêtement naît et le moment où il est mis en vente sur le marché. C'est extrêmement rapide. Et dites-vous que ça, forcément, ça a un impact sur toutes les petites mains qui sont derrière et qui fabriquent ces vêtements, mais pas seulement au niveau de la fabrication, qui les conceptualisent, parce qu'on pense pas souvent non plus aux designers, aux créateurs en fait qui sont derrière. Tout à fait. Et qui s'exténuent à, en 1 semaine, proposer justement des collections entières. C'est un travail immense. Et c'est des personnes qui ne sont pas du tout revalorisées en fait dans leur métier. C'est pas partout comme ça, on est d'accord. Là, on parle vraiment du fast fashion pour le coup. Et en plus, souvent ces grandes marques volent aussi le travail de créateurs. Et vu qu'ils savent que ce sont des grandes entreprises, donc qui risquent pas grand-chose parce qu'ils ont des très bons avocats, ils savent très bien que les petits créateurs n'auront pas forcément les moyens de venir les contrer, quoi. Complètement. Et ça, justement, c'est une autre caractéristique qui est moins de place à la créativité. Parce que, justement, les marques fast fashion vont venir pomper, en fait, les idées d'autres créateurs à un moindre coût, puisqu'en fait, ils vont reprendre des modèles, des patrons, et simplement réajuster au niveau des motifs et des couleurs et des matériaux. Voilà. Mais du coup, niveau créativité, zéro. Ou en tout cas, il n'y a pas trop de place pour ça. Une autre caractéristique est la grande, du coup, quantité qui est produite très rapidement. Une fabrication dans des pays où la main-d'œuvre est trop mal payée et traitée. La qualité, forcément, qui est souvent moindre et très clairement à revoir.
l'usage de produits nocifs pour l'environnement et pour l'être humain, ne l'oublions pas, c'est par exemple les teintures, ce sont les fixateurs, les sécheurs, tous les produits qui sont là pour empêcher votre produit, votre vêtement de moisir lors de son transport. On n'y pense pas, mais tout ça, ça fait un cocktail on le sait même pas en fait. Qui n'est pas très bon. Et le problème, c'est que ces produits-là, on les porte, on va les mettre dans notre machine à laver, ça va finir dans le réseau d'eau. D'autres personnes auront des enfants, par exemple, des bébés qui ont tendance à mettre, par exemple, à mâchouiller leurs vêtements, leurs manches, le pull. Ça finit quand même, dans des endroits où ces produits ne devraient pas se retrouver. Et c'est un vrai problème pour la santé, autant environnementale que santé de personnes. Ouais. Une autre caractéristique, c'est l'impact environnemental qui est non négligeable des produits qui sont issus du monde fast fashion. Et est-ce que je les ai toutes dit ? Ah oui, une autre caractéristique qui est la mode éphémère. Voilà, ça on le comprend assez bien du fait que le renouvellement est très rapide. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Et ça peut nous créer aussi de nouveau des besoins sans qu'on le sache vraiment, quoi, parce qu'on voit toujours des nouveaux habits et c'est vrai que ça suscite notre envie. C'est ça, ouais. Et aussi pour suivre ce que les autres aussi vont acheter, etc. Mais on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et une dernière caractéristique qui est en fait l'utilisation de matières qui sont rapides à manœuvrer et à fabriquer. Par exemple le jersey, la popeline de coton ou encore le satin de polyester. C'est souvent des matériaux qui sont issus, en gros, on va dire plastique. On ne parle du coup pas du tout de chanvre, de lin, etc., qui sont des matériaux beaucoup plus nobles, probablement plus chers, certes, sur le marché, mais qui ont un impact qui est complètement différent, en fait. Mais du coup, voilà, forcément, ce sont des matériaux généralement de mauvaise, en tout cas de basse qualité, donc sur un certain terme, le vêtement n'est pas censé durer non plus très longtemps. Donc voilà. On sait pourquoi on paye nos t-shirts 5 balles, quoi. C'est un petit peu ça. C'est pas censé durer 20 ans. Ou sinon, vous avez vraiment beaucoup de chance et vous vous occupez très bien de vos vêtements. Un exemple plus concret, justement, typiquement pour une des caractéristiques qui, personnellement, me touche énormément, qui est l'impact environnemental qui est non négligeable. Si on parle, par exemple, du coton, qui est quand même un matériau qui est extrêmement utilisé dans le monde du fast fashion, il faut plus de 5200 litres d'eau pour récolter 1 kilo de coton. Ça. Donc ça paraît insensé. Ça paraît complètement insensé. 5200 litres d'eau. Ouais, enfin, voilà. C'est une plante qui demande énormément d'eau, contrairement par exemple au chanvre, qui en a besoin que de très peu. En Asie centrale, cette culture, donc la culture de coton, a asséché et complètement fait disparaître la mer d'Aral. Donc voilà, petit point géographique. L'industrie du coton nécessite une grande quantité d'engrais, de pesticides, car le coton est une plante qui est extrêmement fragile, contrairement de nouveau par exemple au chanvre. Et il faut également savoir, pour l'aspect un peu plus humain, que sur une saison, c'est une moyenne, un producteur va souffrir de 3 cas d'intoxication aux pesticides. C'est très joyeux. C'est très joyeux. Il y a des alternatives, tu en as cité, la seconde main, l'occasion, échanger, la location, les marketing, mais aussi faire ses propres vêtements. Le fast fashion est une plaie dans ce monde. Il y a des alternatives et il faut complètement les reconsidérer et les considérer dans un premier plan. Complètement. Il y a également d'autres champs d'application et là tu vas nous en parler, c'est la cosmétique, l'alimentaire et les animaux. Tout à fait. La cosmétique, ça rejoint un petit peu les vêtements dans le sens où toutes les cosmétiques qu'on a de grandes surfaces, etc., on le sait aujourd'hui, ça a vraiment des impacts terribles et à la fois sur l'environnement, à la fois sur la santé humaine. Du coup, privilégier plutôt des cosmétiques bio, naturels, avec le moins de composants chimiques possible. Du fait maison aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment toutes les ressources hyper facilement trouvables de comment faire, comment trouver les produits qu'il faut pour créer soi-même ses cosmétiques. En plus, c'est un peu ludique, donc c'est très facile aujourd'hui de faire ses propres cosmétiques. En plus, on sait ce qu'on y met dedans. Souvent, c'est beaucoup plus adapté à notre propre type de peau, donc voilà. Utiliser par exemple des huiles végétales, c'est très simple. Et aussi, vous pouvez prendre tout ce que vous utilisez en cuisine pour vous mettre sur la peau. Du moment que vous pouvez le consommer, l'ingérer, en général, vous pouvez le mettre sur la peau. Donc, l'huile d'olive, le marc de café, le sucre, le miel, exactement. Il y a vraiment plein de choses hyper simples pour se faire des cosmétiques maison
voilà, pour le quotidien. À moindre coût. En À plus, moindre coût. généralement, ça revient quand même moins cher. Ouais, tout à fait, exactement. Par rapport à l'alimentation, alors je vais passer très rapidement parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais voilà, je vais simplement parler. Premièrement, fruits et légumes, consommés de saison et local au maximum. On sait aujourd'hui que tout ce qui vient par exemple d'Espagne, c'est fait de manière sous des serres immenses, autant dire que pour l'environnement et pour la santé, il y a zéro bénéfice. Les travailleurs aussi sont généralement... De nouveau, c'est une généralité, il peut y avoir des exceptions, mais généralement les travailleurs sont maltraités. Ouais. Donc voilà, privilégier le local. On vit dans des pays où vraiment il y a quand même beaucoup de ressources en termes de fruits et légumes. C'est pas très compliqué. Et voilà, si vous pouvez aller chez votre agriculteur, c'est encore plus simple. De nouveau, tout ce qui est local, c'est en général la meilleure solution. Ensuite, je vais faire un petit point sur la consommation de produits d'origine animale, donc notamment la viande. Moi, ça fait des années que je suis végétarienne, pour plein de raisons. Ici, voilà, je voulais peut-être insister sur l'aspect justement environnemental. Il faut savoir que chaque année, l'homme tue environ 100 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards de poissons à des fins alimentaires. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment immense. Je crois qu'on peut pas réellement... c'est difficile de s'imaginer. On n'arrive pas. Non, c'est au-delà de ce que l'esprit humain arrive à se représenter. La production d'1 kilo de bœuf demande 10 000 litres d'eau. Je pose celle-là. Il y a beaucoup d'eau qui se perd dans, voilà, effectivement. dans ce qu'on consomme. Et l'élevage émet à lui seul plus de gaz à effet de serre que toute autre activité humaine. Même l'industrie des transports ne pollue pas autant. Donc je ne vais pas commencer à faire l'apologie du véganisme, etc. Enfin voilà, chacun de nouveau consomme comme il le veut. Il faut juste être conscient de ce que ça peut représenter. Et si c'est pas pour des questions de bien-être animal, au moins peut-être se poser la question environnementale. Et finalement, pour continuer sur la voie des animaux et du bien-être animal, justement, ça me tenait à cœur de juste faire un petit point sur tout ce qui est l'industrie qui utilise les animaux. Donc notamment ici, je parle des zoos, des aquariums, des cirques qui ont encore des animaux, la corrida. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est de la maltraitance vraiment pure et dure. Tout ce que vous allez faire ici, c'est juste satisfaire votre bien-être personnel en faisant du mal à des êtres vivants. C'est plus possible. Également pour les personnes qui veulent adopter des animaux, donc premièrement, bien réfléchir avant d'adopter un animal. C'est pas une décision qu'on prend sur quelques mois, c'est une décision qu'on prend sur des années. Suivant l'animal, ça peut être même des dizaines d'années, mais bon, en tout cas des années. Ça demande de l'argent et du temps. Donc voilà, un animal, c'est un être vivant qui demande beaucoup d'efforts. D'entretien. Exactement, d'entretien. Et également, essayer d'éviter d'acheter des animaux dans les animaleries, parce qu'encore une fois, c'est vraiment de la maltraitance qui se passe dans les animaleries. Et aussi les éleveurs. Alors attention ici, les éleveurs, je sais qu'ils sont pas tous pareils. Il y a des très bons éleveurs qui s'occupent très bien de leurs animaux. Mais de base, dites-vous que acheter un animal, c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a énormément d'animaux qui n'attendent que de recevoir de l'amour dans les refuges, dans les SPA. Donc, privilégiez si possible ce genre d'endroit et n'abandonnez pas vos animaux, bordel de merde. Oui. Voilà. Petit point sur les animaux. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Yes, parfait. Oui, parce que finalement, c'est également de la consommation. Si on va au cirque, on consomme, alors du coup, pas forcément un produit, mais un service. Oui. Si on achète à manger, si on achète un produit, peu importe, en fait, tout ça, c'est de la consommation globale. C'est ça. Et il faut vraiment toujours se dire que ne pas rester dans une quête de perfection, mais rester dans une quête de raisonnement. Exactement. Et de vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire quand on pose l'argent sur la table. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui est-ce qu'on nourrit ? Exactement, parce que vraiment le consommateur, on a un réel pouvoir en fait, et c'est en mettant nos efforts et en choisissant qu'est-ce qu'on veut consommer
que les industries, les grandes manufactures, etc., vont s'aligner à nous. On le voit avec justement les grands magasins de fast fashion, typiquement, ont de plus en plus de collections plus écologiques, quoi, parce qu'ils remarquent que ça fait vendre. Et le consommateur, c'est lui qui a le pouvoir, en fait. Donc, c'est aussi ça, la consommation consciente, en fait, c'est se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir et choisir consciemment là où on veut mettre son argent. Oui, complètement. C'est vrai que les industries en elles-mêmes ont un certain poids, on va dire, sur cette balance d'un équilibre de la durabilité, de l'équilibre de l'environnement, etc., faune-flore. Mais nous, en tant que consommateurs, on a aussi notre mot à dire, même s'il est tout petit, même si c'est centime par centime, mais ça représente quelque chose. Parce que, vraiment, de nouveau, un prêtre ne prêche pas dans le désert. Donc, s'il n'y avait pas de consommateurs, eh bien, ces industries n'auraient personne à qui vendre. C'est ça. Donc, n'oubliez pas que vous avez aussi un rôle qui est important. On va arriver sur la conclusion. On va gentiment conclure cet épisode et on voulait en fait remettre en avant certains points qui nous paraissent vraiment importants. Le premier, c'est avant tout de se poser justement des questions, de ne plus être aveugle et de se dire que l'époque où on pouvait simplement faire confiance, malheureusement, est révolue. On ne peut pas simplement se dire que puisque c'est écrit, que ça a été fait dans des conditions qui sont correctes, que c'est forcément le cas. Posez-vous des questions, remettez en question ce qu'on vous dit, etc. Ça demande un effort, c'est sûr, mais aujourd'hui il y a plein de sites, d'applications aussi qui vous permettent de décrypter les produits, etc. Donc il y a plein de ressources qui facilitent en fait ce travail-là, qui peut être un peu fastidieux à la base, mais qui est important. Oui, complètement. Restez attentifs en fait, c'est ça. Sans non plus, à nouveau, on va leur dire, se mettre une pression démesurée. Ouais, ça sert à rien. Et ne vous culpabilisez pas. Non. Et ne faites pas culpabiliser les autres dans un autre... Enfin, ça va aussi ensemble. Si vous voyez quelqu'un qui ne correspond pas, ou en tout cas qui n'applique pas les mêmes principes que vous en termes de consommation, ça veut pas dire que c'est un abruti fini. Ça veut juste dire... Ne soyez pas dans le jugement, en fait. On ne sait pas ce que les autres vivent, et déjà... Faites par rapport à vous ce qui est le mieux pour vous et vous pourrez qu'inspirer les gens en faisant de votre mieux, quoi, mais ça sert à rien de vouloir oui, c'est ça, on n'a pas tous la même situation financière, on n'a pas tous la même situation familiale, on ne connaît pas la vie des autres de manière générale, donc évitons de juger en fait simplement la manière dont ils consomment. On peut porter une observation, on peut observer effectivement, mais dire à quelqu'un que ce qu'il fait c'est pas bien, c'est pas déjà de un c'est pas constructif et ça ne va pas l'aider ça ne lui apportera pas de solution. C'est ça. Donc ça va peut-être même au contraire le bloquer, quoi. Il va se dire oh qu'est-ce qu'il me raconte. Oui. Et du coup on peut même tomber dans un cercle vicieux qui est la personne se sent pas bien, du coup elle va avoir des envies de consommer pour se rassurer et donc évitons de faire ça. Oui, tout à fait. On peut aussi se permettre d'explorer de nouvelles manières de consommer. On a vu par exemple le zéro déchet, mais il y en a plein d'autres, en tout cas des courants généraux qui existent, comme par exemple le minimalisme. Voilà, ça correspond à certaines personnes, pas à tout le monde. À chacun de voir aussi au niveau du degré de l'application. C'est ça. Il y a le minimalisme, mais il y a également justement le fait de consommer local, le fait de consommer de saison, le fait de faire soi-même, la sobriété de manière générale, ou encore l'autonomie. C'est plein de moyens, ce sont plein de moyens qui existent pour justement faire un petit peu plus attention à chaque fois. C'est également, par rapport à ça, se permettre de remettre en question ses propres habitudes. On n'est pas obligé de rester cantonné à une façon de consommer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais vraiment jamais trop tard. C'est ça. Même si vous avez 80 balais. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est ça qu'on dit, non? Je crois bien, ouais. Non, mais vraiment, si vous avez 95 ans et puis que vous vous dites que c'est trop tard pour changer, c'est pas trop tard. Non, vous pouvez encore de la mauvaise changer. foi. Ouais. Bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, simplement se rendre compte de la réalité de ce monde. Parce que c'est vrai que de vouloir vivre dans un monde de bisounours, on se dit mais non, c'est bon, c'est pas réaliste. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir tous ces chiffres, de voir toutes ces données qui très clairement peuvent nous mettre un peu le moral en bas. Mais en même temps, c'est la réalité. Et il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de positif. C'est ça, beaucoup de choses qui se font de plus en plus. Il y a de plus en plus de petits créateurs qui se lancent, justement, donc... Voilà, il y a plein d'alternatives, enfin plein de choses positives sont en train d'émerger à partir de ça, donc de toute façon rester dans que le négatif ça n'apportera rien.
Et voilà, chaque jour, essayer de faire au mieux par rapport à ce qu'on est capable de faire. Oui. Mais ça s'applique un peu dans tous les champs de vos vies, finalement. Donc, la consommation, c'est un des champs qui... Voilà, aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas le choix que de consommer. Donc, donc voilà, mettre un peu plus de conscience, ça peut être une bonne solution. Complètement. Et puis éviter les pièges. En tout cas, s'en rendre compte. Après, si vous voulez tomber dedans, vous pouvez. Oui, libre à vous. Libre à vous, complètement. Mais de nouveau, les pièges, ça peut prendre la forme d'un marketing astucieux. Ça peut prendre la forme d'une promotion de soldes, de produits qui sont alléchants et qui ont l'air très avantageux. Voilà. Soyez conscients de ça, en fait. Plus que toute autre chose dans ce domaine-là. Après, de nouveau... Et comme mot de fin, avant de passer à nos œuvres, c'est libre à vous. C'est ça. Soyez libre mais conscient. Exact. Consommez de manière consciente et raisonnée. Les œuvres du jour ? Oui. Yes. Alors, moi, j'en ai pas une, mais deux aujourd'hui, parce que voilà. Enfin, en fait, c'est pas une œuvre, c'est une chaîne YouTube de la Carologie. C'est une Suissesse qui parle de plein de sujets de société. Ça va parler de sociologie. Mais justement, elle parle aussi beaucoup d'écologie et de choses à mettre en place. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est très très chouette. Elle vulgarise très bien. Ouais, franchement, allez-y. Et le deuxième, c'est vraiment une œuvre, c'est une musique de Stromae. C'est Humain à l'eau. Et je trouve que il a mis un bon coup de poing dans le merdier de la société actuelle. Et elle commence à avoir quelques années cette musique, mais elle est toujours aussi chouette. Donc voilà. Cool, merci pour ce partage. Plaisir. Et pour ma part, je vais vous proposer Le Monde Parfait d'Arte, que vous retrouvez gratuitement sur YouTube et en excellente qualité vidéo. À ce stade-là de réalisation, on est plus que sur du documentaire. C'est clairement un niveau au-dessus. Ça reste un documentaire, mais c'est presque... Enfin, ça ressemble quasiment à un film, en fait. C'est la manière dont ça a été tourné, les informations qui... ressortent de ce documentaire, on va dire ça comme ça, sont édifiantes. Alors regardez-le. Il est sorti il y a à peu près une année, me semble-t-il maintenant. Il vaut la peine et il a un peu des arrière-goûts, on va dire, de si vous regardez la série Black Mirror. Voilà, si vous aimez bien, ça peut vous intéresser. Il y a une petite ambiance à la Black Mirror. C'est un petit peu flippant, mais voilà. À nouveau, c'est justement se mettre en face de la réalité pour pouvoir mieux agir derrière. Et voilà, et faire en fait en sorte de consommer de manière consciente. C'est ça. Ben trop bien, merci. C'est vrai que Arte sont très très forts pour tout ce qui est documentaire. Donc, ouais, vraiment. Ils ont un contenu qui est vraiment très très vaste et hyper intéressant. Et voilà. Donc de nouveau, Le Monde Parfait. Le Monde Parfait. Super. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. Oui, on va pouvoir boucler, vous laisser. Voilà, ben, on espère de nouveau que ça vous a plu. On attend comme d'habitude vos retours avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Allez, salut. Bye bye. Le podcast Romana.